Eh bien, bonsoir et bienvenue. Je suis Pierre Guépé et Rachel m'a proposé d'animer cette soirée et j'ai accepté. Donc nous allons passer 60 minutes ensemble et ces 60 minutes qui vont peut-être changer votre vie. Nous sommes dans le cadre de la semaine de IAE sur l'entrepreneuriat et là, ce soir, c'est le cœur du réacteur. Nous allons parler de la fonction commerciale. Donc, dans le déroulé de cette soirée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Rachel, présidente des DCF Poitiers, Gérard Falcomer, président de la région Nouvelle-Aquitaine, et le président de l'IUT de Poitiers, de l'IUT de l'Université de Poitiers, nous présenteront cette fonction commerciale de leur côté et le mouvement des DCF. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir Jean Muller, président national des DCF, qui nous parlera de l'intelligence commerciale. Et puis, nous passerons à des témoignages avec Henri Charpentier, ancien de l'IAE, qui va nous parler de la fonction commerciale. Et puis, ce sera Didier Jambon, qui est président DCF Béarn Bigorre, qui nous parlera pas de rugby, mais de commerce et comment est-ce que les entreprises externalisent la fonction commerciale en général et communication en particulier. Et puis Yann Bluteau nous parlera de prendre un peu de recul sur la vision de la fonction commerciale, de son passé et aussi de prospective. Donc bienvenue dans cette soirée. Rachel, c'est à toi. Bonsoir à tous. Merci de participer à cette web conférence. Alors pour commencer, on va tout de suite resituer un petit peu qui on est. Donc les DCF, c'est les dirigeants commerciaux de France. On va avoir une petite présentation qui va partir. Ça va vous permettre comme ça de comprendre un petit peu plus notre mouvement. La présentation, c'est OK. Donc, le mouvement des DCF a un petit peu plus de 90 ans. On est né en 1930. Aujourd'hui, c'est 2500 adhérents sur l'ensemble du territoire avec 70 associations en local. Donc, ces 2500 adhérents, c'est des managers commerciaux et des dirigeants d'entreprises. Et en fait, ce qui nous réunit, c'est l'envie de promouvoir le métier et la fonction commerciale. Notre but, en fait, notre souhait surtout, c'est de changer le regard sur cette fonction. En fait, on souffre encore de certains stéréotypes. Donc nous, ce qu'on a envie, c'est de montrer aux différents acteurs, aux politiques, au monde économique, à tous les acteurs sociaux, mais aussi au sein même des entreprises, de montrer qu'on a une véritable valeur ajoutée, une véritable expertise. Et donc, pour ça, on va mettre en place plusieurs initiatives au niveau national, au niveau local. Et le but, ça va être de montrer à quel point notre fonction est importante pour redresser l'économie, mais aussi pour œuvrer dans le sens de l'attractivité de nos entreprises et de nos territoires. Donc, plus concrètement, en fait, quand on parle du mouvement des DCF, on va parler de 3 objectifs. Le premier, ça va être de renforcer l'attractivité de notre fonction. Comme je disais, on a encore un petit déficit d'image. Donc, il va falloir que l'on mette en lumière ce qui se cache derrière notre fonction. Ensuite, ce qu'on veut aussi, c'est de valoriser nos métiers. C'est-à-dire qu'on veut donner du sens, en fait, donner du sens à ce métier, donner du sens à ce que l'on fait, donner du sens à l'acte de vente en lui-même. Et puis l'idée qui est derrière tout ça, c'est de permettre de susciter des vocations, en fait, de donner envie de rejoindre cette fonction et donc d'attirer les meilleurs talents. Et puis le dernier objectif, ça va être d'accompagner la transformation de la fonction commerciale. Donc voilà, on voit que le monde, il bouge sans cesse, on est constamment en évolution. Donc il faut qu'on s'adapte. Et pour s'adapter, il faut qu'on analyse ce qu'on fait, il faut qu'on se questionne, il faut qu'on se remette en question. Et voilà, toutes ces réflexions vont nous permettre d'avancer, en fait. Donc voilà pour nos objectifs. Donc vous aurez compris qu'il y a quand même 4 grands domaines. Ça va être de nous rassembler. La première chose, c'est de nous rassembler. En fait, partout en local, il y a des animations tous les mois où le but, c'est de se retrouver donc, entre pairs pour partager notre expertise et aussi pour partager des moments conviviaux, tout de même. L'autre chose, ça va être d'éclairer. Éclairer, c'est de pouvoir se donner les clés pour avancer, trouver les meilleures clés pour avancer.
Et puis on va valoriser. Valoriser, c'est être fier de ce que l'on fait pour ça. On a un concours qui s'appelle le DCF Award, en fait, qui permet donc de valoriser les entreprises et puis inspirer. Et pour inspirer, on va parler plutôt aux jeunes, aux étudiants, et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec l'IAE dans cette webconférence. Et là, l'une de nos actions, c'est le DCF Challenge, c'est le concours de l'excellence commerciale. En fait, c'est un concours qui est ouvert aux jeunes du bac plus 2 au bac plus 5. Sur l'ensemble du territoire, c'est plus de 10 000 participants chaque année, plus de 300 établissements. Et donc ça permet vraiment d'inspirer nos futurs talents. Gérard, je vais pouvoir te donner la parole maintenant pour que tu puisses te présenter et présenter un petit peu plus nos actions en local. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Rachel, merci beaucoup et merci à toi et à l'IAE d'avoir préparé cette belle soirée parce que j'ai eu accès à la liste et il y a quand même plus de 200 personnes, c'est quand même très très bien. Voilà, donc au niveau des DCF, donc, nous sommes situés donc, nous, en région, alors on parle de Nouvelle-Aquitaine, on parle encore un petit peu des anciennes régions. Si on prend le Poitou-Charentes, nous avons 6 associations entre Poitiers, Angoulême, Cognac, Saintes, Niort, La Rochelle. Le Limousin, aujourd'hui, donc est basé sur Limoges avec 2 associations qui sont en train de relancer un petit peu, c'est Guéret et Brive. Et ensuite, nous avons l'Aquitaine, donc avec Bordeaux, Pau, Bayonne et un peu plus haut sur Bergerac et également des projets entre Agen et certainement Mont-de-Marsan. Voilà, donc c'est très actif, de belles associations en Poitou, Charentes et en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est avec des membres et des présidents et présidentes qui donnent beaucoup de leur temps. Et on le voit dans ce genre d'événement, c'est quand même, faut le gérer, faut s'en occuper. Alors moi je suis très content de voir beaucoup d'établissements ce soir connectés, l'IAE bien sûr, avec énormément d'étudiants, mais également d'autres établissements qui sont venus se joindre à cette soirée, parce que nous avons une convention avec le rectorat de Poitiers pour intervenir auprès des jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est là qu'on va chercher nos talents. Tous les commerciaux aujourd'hui, et Jean nous en parlera certainement tout à l'heure beaucoup mieux que moi, il y a des postes à pourvoir, il y a énormément de postes à pourvoir aujourd'hui et donc c'est important pour nous d'intervenir auprès des établissements de formation. Voilà. Donc, et ce soir, bon, vous voyez, on est aussi, je parle beaucoup d'établissements de formation, mais il y a également les DCF sont très investis parce que j'ai pu constater que les Bretons étaient connectés, la région toulousaine également, enfin, Laval, Béziers, donc vous voyez, tout le monde et tous les DCF sont très investis pour et avec les centres de formation. Voilà, donc je tiens à nouveau à vous remercier toutes et tous. Rachel, je te relaisse la parole. Merci Gérard pour cette présentation. On va passer la parole maintenant à Monsieur Méry qui va pouvoir nous présenter l'IAE. Donc Jérôme, c'est à vous. Merci infiniment Rachel, merci Gérard. Écoutez, président, mesdames, messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs les membres de l'association DCF, et puis, chers étudiants de l'IAE de Poitiers, chers participants à cette conférence, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans nos murs. Alors, ce sont des murs virtuels pour cette conférence dont je ne doute pas qu'elle constituera un moment fort de cette semaine de l'entrepreneuriat. Je tiens à remercier vivement les conférenciers, les étudiants organisateurs de cet événement, et puis aussi l'ADJEC, notre junior entreprise, qui organise avec beaucoup de talent cette semaine emblématique de la vie de notre institut. L'IAE de Poitiers, qui vous accueille aujourd'hui, est aussi ancien. Il date de 1956. Il compte, contrairement à ce que la taille de sa ville pourrait laisser croire, parmi les principaux IAE de France en termes de taille. Et il se situe entre la 2e et la 3e place chaque année. Fort de ses 2600 étudiants,
L'IAE de Poitiers propose des programmes en formation initiale, en formation professionnelle et en formation à distance, et aussi à l'étranger, grâce à un réseau de partenaires qui s'étend du Brésil à la Chine en passant par le Maroc, l'Égypte, Maurice, Madagascar et le Liban. Nous avons engagé de longue date une collaboration avec DCF. Historiquement, nous avons d'abord travaillé avec la branche de l'association implantée à Niort dans le cadre de notre master en management des projets marketing. Et régulièrement, des étudiants de ce master sont lauréats du challenge DCF. Aujourd'hui, nous travaillons en droite ligne aussi avec DCF dans le département de la Vienne, dans le cadre d'une licence professionnelle commerce et distribution. Bien d'autres formations ouvrent sur les fonctions commerciales chez nous, parmi lesquelles des diplômes en commerce et management international, en marketing qui préparent nos étudiants à ce métier parmi d'autres. Lorsque je lis au programme de la conférence de ce soir que l'on parle désormais d'intelligence commerciale, je me dis que notre formation en intelligence économique peut tout autant ouvrir sur des postes commerciaux. Je reprends la main derrière Jérôme. Peut-être les montagnes sont-elles trop hautes, ça ne passe pas. Donc juste un petit mot sur Jérôme Berry qui a un parcours assez impressionnant puisqu'il a fait HEC, il a fait Dauphine et je pense qu'effectivement l'IAE de Poitiers est de bonnes mains. Alors cette IAE qui est l'école de management de l'enseignement supérieur en France a un positionnement très important, très intéressant et je pense qu'on ne va pas pouvoir continuer avec Jérôme Béric. C'est ça, on passe directement. Il est bien. Bon, il est déclaré positif, donc il est sorti du terrain. Et maintenant, nous allons accueillir une personne qui est importante, qui est exécutive vice-président Sales Intelligence chez JC Decaux, que tout le monde connaît, qui est aussi professeur associé à ESCP, qui est également une école connue, et qui, le plus important, est notre président national. Donc Jean, avant de te passer la parole, je voudrais te donner 3 remerciements. D'abord un remerciement personnel, parce que c'est vrai que j'ai été très touché que tu me remettes la médaille du mouvement lorsque je suis sorti du comité exécutif. Le deuxième remerciement, c'est un remerciement collectif, parce que tu as accepté de faire un deuxième mandat de présidence, donc c'est vraiment sympa d'avoir cet engagement au niveau de la fédération. Et puis le troisième remerciement, c'est pour le cadeau que tu vas nous faire et que tu vas faire aux étudiants et aux 200 personnes qui nous écoutent sur l'intelligence commerciale. Je vous demande à tous derrière vos écrans de vous lever et d'applaudir avec le jingle Jean Muller. Merci beaucoup Pierre, je suis gêné et embarrassé par tes mots chaleureux de remerciement qui me vont droit au cœur. Mais en réalité, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité parce que, croyez-le, c'est un vrai plaisir que de pouvoir passer un peu de temps avec vous. Évidemment, on aimerait tous pouvoir le faire de manière physique et moins virtuelle, mais il faut nous adapter. D'ailleurs, vous découvrez quasiment pour la première fois, non, pour la deuxième fois, puisque hier, on avait une webconférence qui a été réalisée. Eh bien, à la Fédération, nous avons installé un studio vidéo, un tout petit plateau télé. Et grâce à l'aide d'Anas, qui est sur ma gauche, eh bien, on peut désormais utiliser les nouveaux outils qui nous permettent d'être le plus en interaction possible. Donc, merci à nouveau à toi, Pierre. Merci à Rachel pour cette initiative. Merci à Gérard et à l'ensemble de la région Poitou-Charentes qui a toujours été une région extrêmement dynamique pour le mouvement DCF et tout particulièrement en relation avec les écoles, tout le monde de la formation. Et je sais que vous êtes nombreux présents ce soir et donc c'est vraiment moi qui vous remercie pour faire en sorte de travailler avec le mouvement DCF
et faire en sorte qu'on puisse effectivement développer l'excellence opérationnelle, l'efficacité commerciale, qu'on a décidé de structurer autour de l'intelligence commerciale. Et c'est donc le sujet que Rachel m'a proposé de développer avec vous dans les minutes qui viennent. Donc, un grand merci à toutes et à tous. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, alors j'appuie sur Quel Slide, Anas. Je ne crois pas que je fasse trop de bêtises non plus. Alors, tout à l'heure, avec Anas, on a vu qu'il y avait des commentaires pour que vous puissiez à la fois voir l'intervenant et la présentation. Il faut toujours suivre les conseils d'Anas. Ce sont toujours des bons conseils, en matière en tout cas d'outils. Donc là, c'est bon, Anas? Eh bien, c'est parti. Alors, ce que je vous propose, c'est de structurer la présentation en 3 parties. D'abord, finalement, qu'est-ce qu'on entend par intelligence commerciale? Tout à l'heure, notre ami de l'IE parlait d'intelligence économique. Pas tout à fait, je crois, la même chose. Donc, le mieux était tout simplement qu'on partage avec vous notre vision de l'intelligence commerciale. Ensuite, parce qu'on en a déjà parlé depuis le début de cette soirée, eh bien, rappeler quelles étaient de manière très précise, très concrète plutôt, les opportunités aujourd'hui dans la fonction commerciale. Et puis, vous dire comment et surtout pourquoi il nous semble à nous, DCF, absolument indispensable de développer l'intelligence commerciale. Alors, qu'est-ce que l'intelligence commerciale? Alors, avant de vous définir et de vous apporter notre définition de l'intelligence commerciale, je vous propose de réfléchir à, et en tout cas de vous poser une question. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, il convient de vendre ce que l'on a préalablement produit, ou est-ce qu'aujourd'hui, il est mieux, ou on le constate dans un certain nombre de secteurs d'activité, on produit quasi uniquement ou quasi exclusivement ce qui a été préalablement vendu? Alors, dans ma question, comme souvent d'ailleurs, il y avait la réponse. Eh bien, nous, notre conviction, et pour être tout à fait honnête, il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Cette réflexion, c'est un monsieur qui s'appelle Michel Godet, que les DCF connaissent bien, parce que Michel Godet est intervenu à plusieurs reprises pour notre mouvement. Il était présent lors du congrès de Metz, je ne sais plus quelle était l'année du congrès de Metz, et surtout, il a été l'un des contributeurs du manifeste pour le développement de la culture commerciale. Ce manifeste, je le dis à tous ceux qui participent à cette webconférence, il est accessible sur le site DCF, c'est bien ça, sur notre site DCF, vous pouvez le consulter, et il y a une contribution de Michel Godet. Et Michel Godet, c'est le premier qui nous a mis sur la voie qu'aujourd'hui, il était beaucoup mieux, il ne fallait plus vendre ce que l'on a produit, mais au contraire, ne produire que ce qui a été vendu. Et ça, mes amis, ça change tout. C'est ce que j'appelle moi la révolution commerciale. Mais derrière cette révolution commerciale, on va le voir, c'est une révolution de l'économie. Pourquoi ça change tout? Parce que j'imagine que dans toutes vos écoles, dans les écoles dans lesquelles vous intervenez, eh bien, c'est encore de cette façon-là qu'on vous présente la chaîne de valeur des entreprises. Et quand vous tapez sur Google et que vous tapez chaîne de valeur, eh bien, c'est cette présentation-là qu'on vous propose. C'est encore ça qu'on enseigne dans les écoles en France, mais pas seulement en France. C'est-à-dire avec une démarche où vous avez d'abord la logistique, évidemment, ensuite on produit, ensuite on market, ensuite on vend, et puis après il y a le service après-vente, et puis vous retrouvez les fonctions transversales, les ressources humaines, la finance, les achats et les services informatiques. Et quand on réfléchit bien, aujourd'hui, dans tous les services, pour tous ceux qui sont dans des métiers de service, d'abord vous allez voir votre client, vous identifiez ses besoins, vous faites une proposition, et une fois que vous avez son accord, vous allez délivrer la prestation. C'est le cas dans toutes les entreprises de conseil. C'est le cas dans le recrutement. Tous les métiers de service, ils ne produisent pas des formations, des services avant qu'ils n'aient été vendus. Mais c'est également le cas dans l'industrie lourde. Là, vous avez l'exemple d'un avion sur la slide, mais même quand vous réfléchissez bien, pour des biens de consommation comme l'automobile. Puisqu'aujourd'hui, lorsque vous décidez d'acheter une voiture, que vous faites sur le configurateur d'un site internet, vous allez dans la concession automobile, vous avez bien la liberté de choisir heureusement la couleur, l'équipement. Vous avez d'ailleurs des configurateurs tellement vous avez d'options possibles. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que d'abord, il y a le bon de commande et la voiture que vous avez choisi de commander va être ensuite produite. Ça prouve bien que cette chaîne de valeur, elle est, dans de très nombreux cas, dès aujourd'hui, fausse. Parce que c'est aujourd'hui la vente qui déclenche la production. La vente est aujourd'hui située au cœur de la chaîne de valeur de beaucoup d'entreprises. Et ça, c'est ça qui change tout. Alors, qu'est-ce que vendre aujourd'hui? Pendant longtemps, vendre, on avait des produits qui avaient été produits, et on les marketait, on faisait du marketing, de la communication, puis on disait aux commerciaux, maintenant, il faut me les vendre. Hein. Mais aujourd'hui, quand on réfléchit bien, l'acte de vente s'est considérablement enrichi. Parce qu'aujourd'hui, vendre, c'est co-créer des solutions à forte valeur ajoutée. Ce n'est pas seulement créer des solutions à forte valeur ajoutée. Ce n'est pas seulement développer des solutions à forte valeur ajoutée. C'est le faire dans une démarche collaborative où son client, on va l'associer à la construction de la solution, qui est la solution sur mesure. On vit aujourd'hui à l'ère du sur-mesure. Tout le monde veut du sur-mesure. C'est fini les produits sur étagère. On veut de la customisation, de l'hyper-customisation. On veut la solution qui va, évidemment, beaucoup en B2B. Là, je vous parle du B2B, en B2C, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Quoique. Parce que Anas, quand il veut s'acheter une paire de baskets, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il veut la customiser. Et comme il est au top de la mode, d'ailleurs, vous ne pouvez pas le voir, mais moi, je vois la basket qu'il a là. Je ne sais pas si tu peux la montrer à l'écran. Alors, il n'est pas assez souple. Eh bien, cette basket, il a été sur le site de Nike et il a voulu certains attributs. Et Nike a produit la basket que Anas a voulu. C'est pour vous démontrer que c'est le cas en B2B quasiment aujourd'hui, mais même en B2C, on commence à entrer dans cette démarche de co-création. Parce que Anas, il adore la marque Nike, mais il veut Nike personnalisé. Et je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Alors, j'en viens à la définition de l'intelligence commerciale. Elle est très simple, cette définition, la définition que je vous propose. L'intelligence commerciale, c'est une conjugaison d'expertise, de savoir-faire, savoir-être, et de compétences qui nous permettent à nous, les commerciaux, qui permettent aux équipes commerciales d'obtenir des résultats performants. Voilà la définition que je vous propose. Alors, maintenant, plus concrètement, les 3 piliers de l'intelligence commerciale. Ces 3 piliers, en vérité, je pense que vous les connaissez tous. Parce que je vous ai parlé de conjugaison, c'est la conjugaison de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Plus précisément, le savoir aujourd'hui, c'est l'expertise technique. Pendant longtemps, on a considéré qu'un bon commercial, il pouvait vendre tout. Eh bien, à y réfléchir de plus près, je crois que ça ne peut plus être le cas. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans des circuits tellement complexes qui nécessitent de très hauts niveaux de savoir. Quelques exemples. Vous doutez bien que quand vous vendez des Rafales, ou quand vous vendez des Airbus, ou quand vous vendez des Boeing, il faut quand même un niveau technique très élevé. Quand aujourd'hui vous intervenez dans l'univers des médias et de la communication, qui est mon métier, eh bien, je peux vous assurer qu'il faut avoir une expertise en marketing et en médias qui est très élevée. Quand aujourd'hui vous intervenez dans les domaines de l'informatique, des solutions informatiques, de l'intelligence artificielle, il faut des niveaux d'expertise technique extrêmement précis. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs d'activité. Donc, pour être capable aujourd'hui d'être performant commercialement, il faut aujourd'hui avoir un haut niveau de savoir. Et ces savoirs, c'est l'expertise technique qui vont justement permettre aux commerciaux de créer de la valeur ajoutée pour les clients. Alors, le savoir, c'est important. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'à côté de ce savoir, il faut du savoir-faire. Et le savoir-faire, eh bien, c'est ce que moi j'appelle l'efficience opérationnelle. Alors, l'efficience opérationnelle, on va trouver toutes les techniques de vente, les sciences commerciales, que j'espère on enseigne dans les établissements qui sont présents dans cette webconférence. Aujourd'hui, dans l'efficience opérationnelle, on parle d'efficience et pas d'efficacité. Vous connaissez la différence entre l'efficacité et l'efficience? Pour aller de Paris à Poitiers, eh bien, il y a différents moyens. L'efficacité, c'est de partir de Poitiers et d'arriver à Poitiers. L'efficience, c'est d'arriver à Poitiers, mais d'y arriver beaucoup plus vite. Alors, Anas, s'il y va à pied, et que moi, j'y vais en vélo, j'irai plus vite qu'Anas qui, lui, ira à pied. Mais Pierre, lui, pour aller à Poitiers, il a pris le train. Et il aurait été beaucoup plus vite qu'Anas, qui aurait été à pied, et moi, qui aurais été en vélo.
Donc, aujourd'hui, il faut être efficient. Il faut être efficient parce qu'il faut aller vite, il faut être rapide. Parce qu'on est dans un contexte de marché hyper saturé, d'hyper concurrence. Et même quand on a une technologie aujourd'hui, on est très, très vite dépassé. Parce que si Nike innove dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, Puma et Adidas vont innover de la même façon. Parce que comme aujourd'hui tout se sait très, très vite, eh bien, il faut gagner du temps, il faut être très rapide. Parce que si ce n'est pas vous qui allez vite, eh bien, c'est votre concurrent qui va vous dépasser. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'efficience. Et puis, aujourd'hui, au-delà des techniques de vente, moi, je parle de cycle de vente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est important de comprendre, de construire un cycle de vente qui soit adapté au cycle d'achat de votre client. Posez-vous la question dans tous vos secteurs d'activité, quel est le parcours d'achat de mon client? Quel est le processus d'achat de mon client? Quelles sont toutes les étapes qui vont jalonner le choix de mon client avant qu'il passe à l'acte d'achat? Et une fois que vous avez construit, vous avez compris ce qu'on appelle le purchase funnel en langue anglo-saxonne, eh bien, vous allez construire votre propre cycle de vente. Vous allez vous dire, en face de chaque étape, eh bien, je vais construire une action commerciale. Et c'est comme ça qu'on construit des cycles de vente. Et c'est tout ça qu'il faut avoir dans l'efficience opérationnelle et qu'on intègre dans l'intelligence commerciale. Le savoir en haut, le savoir-faire, indispensable, mais pas suffisant. Parce que nous, on a un truc génial dans nos métiers, c'est qu'on interagit. On n'est pas seulement de du machine à machine. C'est une relation, la relation commerciale reste une relation humaine, même si, évidemment, aujourd'hui, elle peut aussi se faire à distance avec les nouveaux outils de technologie. Ce savoir-être, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Parce qu'on a beau avoir du savoir aujourd'hui, on a beau avoir beaucoup de savoir-faire, si on n'a pas cette capacité pour se connecter à l'autre, eh bien, ça ne suffit pas et on ne vend pas. Donc, l'intelligence commerciale, c'est une conjugaison de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, l'expertise technique, l'efficience opérationnelle et l'intelligence émotionnelle. L'intelligence commerciale, aujourd'hui, cette intelligence commerciale, il faut la mettre au service de nos entreprises, évidemment. Mais c'est cette intelligence commerciale mise au service de nos entreprises qui va nous aider à redresser l'économie de notre pays dont on a besoin. Parce qu'on vient de traverser une crise, et on est d'ailleurs encore au cœur d'une crise qui est la plus violente depuis les 70 dernières années. Et ma conviction, notre conviction, c'est qu'il n'y aura pas de redressement économique sans intelligence commerciale. C'est pour ça que l'intelligence commerciale, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu essentiel. Et nous, on a bien l'intention, au sein des DCF, eh bien, d'être des accélérateurs, des implémenteurs, je ne sais pas si ça se dit, des intégrateurs d'intelligence commerciale partout. Et puis, vous savez, on a un enjeu. On a un enjeu qui est extrêmement important. Vous connaissez ce schéma. Ce schéma, c'est le schéma de la présentation de ce qu'on appelle le RSE. Le RSE, c'est aujourd'hui d'être capable de concilier de la performance économique, mais aussi de la performance sociale et sociétale, et puis de la performance environnementale. Juste avant cette webconférence, j'étais en ligne je faisais une conférence sur Teams, une réunion sur Teams avec des collègues qui actuellement sont en vacances, parce que c'est les vacances scolaires à Paris, et qui sont à la montagne. Et ils me disaient, Jean, on n'a jamais vu un soleil et une douceur et une chaleur au mois de février depuis que ça fait, en l'occurrence, pour certains 15 ans, 20 ans, 25 ans qu'on va à la montagne au mois de février. Jamais on a eu les températures qu'on connaît. Je ne sais pas quelle est la température à Poitiers, mais je voyais tout à l'heure Pierre et Rachel, on voyait qu'il y avait de la lumière, il faisait très très beau. Il a fait, je crois, encore aujourd'hui 18 ou 20 degrés à Paris au mois de février. On a un enjeu qui est devant nous, qui est un enjeu climatique qui est essentiel à notre survie. Et donc, on a aussi cette performance environnementale à concilier. Et nous, les DCF, on est un mouvement moderne et on veut s'intégrer dans cette nouvelle équation. Bien sûr que la performance économique est importante, parce que s'il n'y a pas de performance économique, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de création de richesse. Mais elle doit s'accompagner d'une performance sociale et sociétale. Nous, on pense, on a la naïveté, ou pas d'ailleurs, de penser qu'il n'y a pas de performance économique s'il n'y a pas de performance sociale et sociétale. On a besoin, et particulièrement dans les équipes commerciales, on a besoin d'avoir des femmes, des hommes qui ont un sens à ce qu'ils font, qui sont persuadés que ce qu'ils vendent, eh bien, c'est de la valeur ajoutée, qui vont aider leurs clients à mieux vendre, à mieux performer eux-mêmes. Et donc, on est dans cette dynamique-là. On n'est pas dans une
dynamique d'acheteurs, vendeurs qui se font la guerre. Au contraire, on est dans une dynamique d'apporteurs de solutions. Mais on veut que tout ça se fasse dans une performance environnementale. Rappelez-vous le schéma de la chaîne de valeur. Si demain, on ne produit que ce qui a été préalablement vendu, vous imaginez le gain de ressources. Le gain de ressources et la performance environnementale qu'on aura. Parce qu'il y a un certain nombre d'industries aujourd'hui qui souffrent de surstockage. Et l'industrie du prêt-à-porter en fait partie. C'est une des industries les plus polluantes. Cette industrie, il faut qu'elle rentre dans cette dynamique qu'on évoquait avec Anas, avec le fait d'être en capacité non plus de produire, puis on va chercher des produits, on va produire encore moins cher. Partout, moins cher. Et on produit, mais on a des stocks. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces stocks? Parce que c'est très difficile aujourd'hui de recycler du textile. C'est le cas dans l'agriculture. L'agriculture, c'est essentiel. Mais cette logique productiviste, le problème d'un grand nombre de nos agriculteurs, c'est qu'ils ne se préoccupent pas de savoir où ce qu'ils produisent va être vendu. Or, aujourd'hui, je vous assure qu'il y a des agriculteurs performants qui ne produisent que ce qui est demandé, c'est-à-dire que ce qui va être beaucoup plus facilement vendu, avec des circuits beaucoup plus courts. Donc, cette intelligence commerciale, au-delà d'être performante économiquement, elle doit intégrer de fait une performance sociale et sociétale et elle doit s'intégrer dans la performance environnementale qui est nécessaire. Alors Anna, si tu veux que je regarde un peu plus la caméra, est-ce que tu peux me tourner un petit peu? Voilà. Merci beaucoup. C'est normal, je suis coaché par Anas. Alors, les opportunités dans la fonction commerciale, je vais aller très, très vite. Alors vraiment, là, les amis, c'est une opportunité et un emploi dans tous les secteurs d'activité. Je vous ai parlé de la crise qui est la plus violente depuis 70 ans, qui va se traduire par malheureusement une augmentation du chômage et particulièrement, qui sont les premières victimes de la crise actuelle? C'est un drame parce que ce sont les jeunes générations. Ce sont les jeunes générations qui sont très impactées et qui vivent très, très mal. Je pense à tous les étudiants et vous êtes nombreux de ne pas pouvoir vous retrouver, de ne pas pouvoir être en connexion avec vos professeurs et qui savaient qu'il allait intégrer un monde du travail qui va être un monde du travail extrêmement tendu. Alors, il y a une solution. Je vous assure, les amis, il y a une solution. Il y a les solutions dans la fonction commerciale. Parce qu'en volume, on reste le métier qui recrute le plus. Et personne ne le dit. Il n'y a aucun média qui le dit. Donc, nous, les DCF, on le dit, on le redit, on vous le dit. Et ces chiffres-là, ils ne viennent pas de chez nous. Ils viennent d'Adecco Analytics. Mois de février 2021, plus 5%. 100 000 postes de commerciaux exerçant en France, soit environ 3. Alors, pardon, j'ai été un peu trop vite. En volume, il y a 1 million. Pardon, j'ai été un peu trop vite. Sachez qu'il y a 1 million de commerciaux qui exercent en France. C'est 3% de la population active. Donc, on est des métiers qui, on est nombreux. Voilà. Deuxièmement, je suis allé trop vite, ces besoins, on les a en permanence. Chaque année, une entreprise sur deux envisage de recruter un commercial, quelle que soit sa taille. Et troisièmement, eh bien, on est en croissance, et c'est le chiffre que je vous avais donné un peu trop vite, c'est le chiffre d'Adecco Analytics, qui est celui du mois de février 2021, donc le plus récent. On ne peut pas être plus récent, c'était le chiffre d'il y a 15 jours. Eh bien, c'est qu'on est en croissance sur le nombre d'offres février 2021 versus février 2020. Donc, la crise, elle n'existe pas dans nos métiers. Donc, j'ai essayé de vous démontrer que nos métiers devenaient beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressants que par le passé avec ces 3 piliers de l'intelligence commerciale. Et ça tombe très bien parce qu'il y a des besoins et il y a des besoins en ce moment. Parce que les entreprises, elles ont besoin de faire du chiffre d'affaires aujourd'hui. Elles ont besoin d'être performantes économiquement, performantes commercialement parce que c'est très dur là, de tenir depuis 1 an qu'on est dans cette crise. Autre bonne nouvelle, chez Mec, l'argent, ça ne fait pas tout. L'argent ne fait pas le bonheur, on est tous d'accord. Mais enfin, ça y contribue un peu. Eh bien, sachez que les salaires moyens des commerciaux, c'est 50 KE bruts. Quand le salaire moyen des jeunes diplômés, c'est 35 KE bruts. Donc, vous voyez qu'on est supérieur. Que le salaire moyen des commerciaux expérimentés, c'est 67 KE bruts. Et que le salaire des managers et des directeurs commerciaux, ça va de 70 à 80 KE bruts. Il y a des emplois dans tous les secteurs d'activité. Pas dans tous, mais dans beaucoup de secteurs d'activité. 2, les salaires sont bien supérieurs en moyenne à tous les autres. Et 3, on est des métiers où il y a des possibilités d'évolution, comme on est plus nombreux, extrêmement importantes. Quelques exemples. En fonction de la taille de votre portefeuille, demain, on peut vous dire, OK, tu démarres avec un petit portefeuille, on va te confier un portefeuille un peu plus important. Tu vas gérer notamment des grands comptes. Pardon. Deuxièmement, la nature des clients. Vous aviez un secteur de clients, puis on peut vous dire, maintenant, tu vas attaquer un autre secteur de clients. Tu étais en B2C, tu vas passer en B2B.
Troisième possibilité d'évolution, les périmètres d'action. Tu avais un secteur sur Poitiers, puis tu passes au secteur Poitou-Charentes, et puis peut-être demain au secteur national, et puis pour d'autres, même au niveau international. Donc, vous avez des périmètres d'action au sein d'une même entreprise qui peuvent évoluer. Et puis, une évolution de carrière. On passe de commercial à ingénieur commercial, des possibilités de middle manager, de manager, voire de directeur commercial. Donc, de fortes possibilités d'évolution. Et puis, il y a un élément qui est important et on ne le dit pas assez. Souvent, on a caricaturé les commerciaux en disant oui, c'est des métiers durs, c'est des métiers stressants, c'est des métiers… Vous savez, moi, je ne connais pas de métier pas stressant aujourd'hui. Dans nos métiers, il y a 3 choses qui sont exceptionnelles. 1, la richesse des relations sociales. Regardez, ce soir, vous êtes à Poitiers, Pierre et Rachel sont à Poitiers, on est connectés ensemble. On est en relation sociale. Alors, c'est des relations sociales qui sont nouvelles en ce moment, parce qu'on a cette distanciation. Mais quel est le métier qui génère autant de relations sociales? Croyez-moi, dans l'annuaire d'iPhone d'un commercial ou d'un dirigeant commercial, il y a plus de monde que dans celui d'un n'importe quel autre métier. Parce qu'on est dans des métiers qui proposent des relations sociales extrêmement riches et variées. Deuxième chose, je n'ai pas trop eu le temps, mais dans cette intelligence émotionnelle, il y a une caractéristique qui est extrêmement importante. Si on veut être capable de co-créer avec nos clients des solutions à forte valeur ajoutée, qui soient hyper customisées, qui soient sur mesure, pour ça, indispensable, il faut de l'empathie. Et croyez-moi, l'empathie, c'est une force. Quand on a et qu'on le travaille, parce qu'on l'est plus ou moins empathique, mais on peut le travailler, on peut le développer. Croyez-moi, quelqu'un qui est empathique aujourd'hui, il vit mieux que quelqu'un qui n'a pas cette qualité ou cette compétence. Et puis, troisièmement, dans nos métiers, il y a quelque chose qui est, d'ailleurs, dont les commerciaux ont énormément besoin, qui est le besoin de reconnaissance, qui est le besoin de satisfaction. Il n'y a pas plus belle satisfaction que celle de ses clients. Quand un commercial reçoit la satisfaction de son client, quand le client lui dit « écoutez, vraiment, on m'a bien conseillé, vraiment, on a fait quelque chose de formidable ensemble », ou quand un commercial reçoit la reconnaissance de ses pairs ou dans son entreprise, de ses managers, eh bien, croyez-moi, ça travaille l'estime de soi. Alors évidemment, il appartient au manager de créer toutes ces conditions nécessaires. Mais quand il y a beaucoup de métiers qui proposent autant de relations sociales, qui développent autant d'empathie et qui permettent de bénéficier d'autant de reconnaissance. Et ça vaut de l'or aujourd'hui. Alors, pourquoi et comment développer l'intelligence commerciale? Eh bien, notre ambition, c'est de former 100 000 commerciaux par an, la nouvelle génération de commerciaux made in France. Alors, un jour, j'ai dit commerciaux d'élite et j'ai Rachel qui m'a envoyé un magnifique message sur LinkedIn en me disant « Ouh, mais qu'est-ce que tu entends par commerciaux d'élite ?» Alors, elle avait raison, Rachel, je voudrais vous le préciser. Par commerciaux d'élite, je n'entends pas uniquement des commerciaux qui sortent de Centrale, de Polytechnique, d'HEC ou de l'ENA. D'ailleurs, si l'ENA formait des commerciaux d'élite, ça se saurait. Bien que je fais une petite pique, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les petites piques, on a quand même le patron de Business France d'Atout France qui sort de l'ENA. Alors attention, il y a des gens qui sortent de l'ENA qui sont brillants et il nous faut des cerveaux brillants, évidemment. Est-ce qu'il faut un diplômé de l'ENA pour développer Business et Atout France? Je pose la question. Non, les commerciaux d'élite ne sortent pas tous de Polytechnique, de Centrale, des mines ou de Normal Sup. Mais aujourd'hui, c'est quoi un commercial d'élite? Un commercial d'élite, c'est un commercial qui va avoir pris le temps de développer son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. Et ça, il faut du temps, il faut un niveau de formation musclé, sérieux. Et quand autrefois, parce que les entreprises, c'est ça qu'elles recherchent. Elles recherchent des commerciaux, mais des commerciaux qui ont cette compétence. Ou au moins qui ont ce… Alors, ils ne peuvent pas tout avoir parce que même quand on a 25 ans, qu'on sort de l'école, on ne peut pas tout maîtriser. Et les entreprises sont là pour continuer à former et à muscler. Mais aujourd'hui, compte tenu de la complexité dans laquelle on intervient, il faut un niveau de formation solide. Mais ce niveau de formation solide, ce n'était pas le cas. Vous pouvez demander à Gérard, à Pierre ou à d'autres. Pendant longtemps, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec un bac professionnel, on peut faire un BTS. Avec un BTS, on peut rebondir sur un bachelor. Avec un bachelor, on peut rebondir et faire un M1. Avec un M1, on peut rebondir, on peut continuer et faire un M2. Et même aujourd'hui, on peut le faire en alternance. Donc, les formations, elles sont multiples. Les passerelles, elles sont incroyables. On peut intégrer les écoles en admission parallèle. On peut faire son BTS, son bachelor, et puis après, intégrer un 3e cycle ou un 2e cycle dans une dite grande école de commerce. Donc, devenir un commercial d'élite, c'est beaucoup plus facile, chers amis, que ça ne l'était pendant très longtemps. Parce que les passerelles, elles existent. Il y a des IAE, il y a beaucoup d'écoles, les chambres de commerce développent des formations. On ne va pas le faire ici ce soir, mais c'est tout à fait possible. Donc, aujourd'hui,
y compris quand on fait un bac vente représentation, il faut avoir l'ambition de devenir un commercial d'élite. Et pour devenir un commercial d'élite, il faut se former, il faut se muscler avec des formations longues, riches, qui permettent d'enrichir les expertises. Et puis, l'alternance, c'est formidable. Et puis après, on continue à le faire dans l'entreprise. Et puis, on fait des deuxièmes cycles. C'est pour ça qu'il y a des programmes exécutifs ou qu'il y a des programmes de formation continue. L'IAE, notamment, le fait. Il y a des programmes tout de suite pour être Master 2, mais on peut ensuite faire des masters et continuer à se former tout au long de sa vie. Et ça deviendra une nécessité pour toutes et pour tous. Voilà ce que j'entends par commerciaux d'élite. J'espère, ma chère Rachel, t'avoir pleinement rassuré sur ce point. Voilà, les amis. Donc, j'ai essayé de vous expliquer le concept de l'intelligence commerciale, comment développer l'intelligence commerciale et pourquoi il faut développer l'intelligence commerciale. Parce que tu peux remettre la slide passante. Tu vois, Anas, tu vas un petit peu trop vite et j'en aurais fini. J'en ai plus pour 1 minute. Mais on ne développera pas nos entreprises sans intelligence commerciale. On ne redressera pas l'économie de notre pays. On sait qu'on a besoin de croissance positive sans intelligence commerciale. On ne résoudra pas la balance de notre commerce extérieur qui est déficitaire. Rappelons-nous qu'en 2019, la France avait un déficit de commerce extérieur de moins 65 milliards, quand l'Allemagne avait un excédent de plus de 200 milliards. Sans intelligence commerciale, on n'y arrivera pas. On ne réindustrialisera pas la France sans intelligence commerciale. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut réindustrialiser la France. L'industrie, c'est plus que 12%, je crois, de notre produit intérieur brut. C'est encore 17 ou 18% en Italie, par exemple. On ne parle même pas de l'Allemagne. Donc, tout le monde dit qu'il faut réindustrialiser la France. Il faut avoir une industrie qui soit plus souveraine. On ne réussira pas sans intelligence commerciale. Rappelez-vous qu'on ne produit quasiment que ce qui a été préalablement vendu. Donc, il faut des forces de vente d'élite, il faut de l'intelligence commerciale pour résoudre un grand nombre de nos problèmes macroéconomiques. Merci beaucoup à toutes et tous. Très bonne soirée. Merci Jean. C'était super et ça m'a fait penser à ce qu'a dit Xavier Fontanet, polytechnicien, ancien président, directeur général d'Essilor. Il nous a dit, lorsqu'il était président d'honneur du prix du livre DCF, il nous a dit, dans le train de l'entreprise, la fonction commerciale, c'est la locomotive. Et la locomotive, c'est vraiment celle qui va tirer le train de l'entreprise. Et merci Jean pour ce témoignage. Maintenant, nous allons voir Rachel qui va interviewer Henri Charpentier. Alors, Henri Charpentier, il a un parcours extraordinaire. D'abord, il a fait l'IAE, c'est un ancien d'IAE. Et ensuite, il a eu un parcours de 20 ans chez Bacardi et maintenant dans la distillerie de Moisan. Donc, il a vraiment eu un parcours enivrant. Et nous attendons un interview de ta part qui ne soit pas du tout saoulant, Rachel. J'espère que tu ne dis pas ça pour Jean. En tout cas, merci beaucoup, Jean, pour ton intervention et pour ta passion pour cette fonction commerciale. Bonsoir, Henri. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, comme on l'a dit, vous êtes un ancien de l'IAE. C'est tout donner le sens à votre interview ce soir, mais aussi le fait qu'aujourd'hui, vous êtes responsable commercial. Et que votre témoignage, votre retour d'expérience va être super intéressant. Avant de commencer, la première question que je voulais vous poser, Henri, c'était de vous demander aujourd'hui, quel est votre métier précisément ? Écoutez, Rachel, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, je suis responsable commercial d'une petite PME familiale qui est basée à côté d'Angoulême. Et donc, je gère la France et quelques pays limitrophes, donc Belgique et Luxembourg notamment. Et on va dire que mon activité principale, c'est 2 choses, c'est la négociation et le suivi des grands comptes et l'animation du réseau de mon réseau de force de vente qui peut être soit des salariés, soit des agents commerciaux, donc des indépendants. Voilà. Ok, super. Henri, si on remonte un petit peu le temps, moi, je voulais vous demander comment est-ce que vous vous êtes orienté vers la fonction commerciale ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans ce métier ? En fait, moi, le début de mes études, j'ai fait un IUT et j'étais plutôt orienté sur des études techniques. Et c'est vrai que j'ai eu la chance pendant ma formation d'aller à la faculté d'œnologie de Bordeaux, de faire en fait une campagne de vinification avec un maître de chai. Et je me suis rapidement rendu compte que ce que je préférais, au lieu de produire, en tout cas, c'était de raconter moi-même l'histoire et de mettre en valeur le travail qui avait été fait par le maître de chai, par les ouvriers agricoles. Donc, en fait, je me suis naturellement orienté vers le métier de commercial en disant que ce serait le meilleur moyen pour moi de valoriser ce savoir-faire et ce métier. Voilà. Ok.
Donc, dans votre parcours, on l'a dit que vous avez été étudiant à l'IAE, mais en fait, ça a été une reprise d'études. Est-ce que Ouais. vous pouvez nous expliquer, Henri, ce qui a motivé votre choix pour reprendre vos études? Ouais. Bah, comme disait Pierre, en fait, j'ai travaillé pendant quasiment 20 ans chez Bacardi, qui est une entreprise qui est réputée très formatrice, et c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, moi, pendant 20 ans, on a été accompagné, ce que disait M. Muller aussi, c'est voilà, sur le savoir-faire, sur le savoir-être, sur les compétences, et c'est vrai que j'ai toujours eu cette culture-là de remise en question. Voilà. Donc ça m'a, voilà, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été formé pour ça. Et en fait, il y a 10 ans environ, la société Bacardi s'est lancée dans on va dire une stratégie d'internationalisation, excusez-moi, qui voilà, qui avait pas trop de sens pour moi, et je sentais que j'avais pas toutes les connaissances nécessaires pour comprendre tout ce qui se passait au niveau de la société. Et c'est le fruit du hasard qui a fait que j'ai vu qu'à l'IAE, il y avait un Master 2 en management à distance, donc qui me permettait de garder mon métier et de suivre cette formation. Et donc, j'ai postulé, j'ai sauté dans l'aventure, et c'était vraiment top. Voilà. Ok. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une véritable remise en question de votre part sur vos compétences, pardon, et puis une envie d'avancer. Et maintenant, avec un peu de recul, qu'est-ce que cette formation a pu véritablement vous apporter? Alors, elle m'a apporté beaucoup de choses, déjà en termes de connaissances. En premier lieu, une carte d'étudiant à 35 ans, donc ça, c'est pas mal. Et ça permet de vivre des situations assez rigolotes. Mais non, plus sérieusement, après, ça a été vraiment, moi, la formation à l'IAE m'a permis de comprendre en fait ce que je vivais en direct dans mon entreprise. Donc, il y avait vraiment un lien direct avec ce que je vivais chez Bacardi, et ça m'a permis vraiment de redonner du sens un peu à ce qui se passait et comprendre vraiment les choix qui étaient faits au niveau stratégique, au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'était super intéressant. Et après j'ai découvert d'autres domaines comme les différences culturelles dans les entreprises, qui sont pour moi des domaines passionnants, et qu'on a aussi dans les équipes de commerciaux, parce qu'on se rend compte que finalement, même si on est tous différents, on a tous des motivations différentes, même si on a un objectif commun. Ok, donc c'est que dans le management, ce qui est important, c'est de prendre en compte les individualités de chacun. Et puis notamment de savoir chacun où est-ce qu'il se situe. Et moi, ce que je voulais savoir, Henri, c'est que vous avez été commercial d'abord, après vous avez évolué sur un poste de manager. Est-ce que votre vision de la fonction commerciale, elle a évolué, et est-ce que vos pratiques également, elles ont évolué? Oui, ça a évolué. Alors après, comme disait un peu M. Muller, au début, on était vraiment dans une configuration. Quand j'ai commencé le métier de commercial, on était vraiment dans une configuration. Moi, c'était plus grande distribution, mais je vends du mieux que je peux, tu achètes du mieux que je peux, et le consommateur, lui, va consommer ce qu'on va lui offrir. Et aujourd'hui, la vraie différence maintenant, c'est qu'on n'est plus sur ce binôme-là, on est vraiment sur un trinôme où le consommateur maintenant est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est finalement, et on travaille sur un partenariat avec nos clients, c'est de se dire, voilà, comment sont tes consommateurs, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les intéresse, et nous, qu'est-ce qu'on peut t'offrir et mettre en place avec toi pour répondre à tes attentes, et surtout aux attentes de tes consommateurs. Donc, c'est vraiment un partenariat entre trois parties qui se met en place, et l'idée, c'est vraiment de bâtir quelque chose d'intéressant où tout le monde est gagnant-gagnant. Ok, donc ouais, mettre le client au cœur de la relation. Et là, si on s'intéresse plutôt du côté du management et du côté de vos équipes, selon vous, qu'est-ce qui va faire la performance d'une équipe, et comment est-ce que vous adaptez votre management du coup? Après, alors, pour moi, ce qui est très important pour moi, ce qui se faisait pas toujours dans mes précédentes expériences, mais c'est vraiment de donner du sens au travail, au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut expliquer, quand on donne des objectifs, quand on donne voilà, un axe, j'essaye moi d'expliquer pourquoi, le pourquoi du comment, même si certaines informations sont confidentielles, mais en tout cas, vraiment, une idée, c'est de donner du sens et de faire adhérer l'équipe au projet d'entreprise. Parce que quand vous comprenez, c'est quand même beaucoup plus simple pour les motiver et les faire se lever le matin. Donc ça, c'est le premier point, de vraiment donner du sens à leur activité. Et après, c'est ce que disait M. Muller, c'est aussi les accompagner dans leur savoir-faire, savoir-être, et voilà, et les aider à se développer pour pouvoir mieux vendre et se faire plaisir dans l'activité et développer l'activité de l'entreprise. Donc après, chaque personne est différente. Donc bien sûr, l'idée, c'est d'adapter son management à chaque caractère. Voilà. Ok, donc donner du sens, hein, c'est souvent ce qui revient, et ça, c'est véritablement très important. Et donc, pour terminer cet échange, moi, je vais vous demander qu'est-ce
qu'est-ce qui vous donne du sens, vous, dans votre métier, Henri, tous les jours? Ah bah moi, c'est très simple. En fait, quand je vais à la distillerie, donc je ne vais pas tous les jours, mais en fait, on a 30 hectares de vignes. Donc, quand j'arrive, je traverse ces 30 hectares de vignes. Et en fait, je peux aller voir le maître de culture, discuter avec lui de l'état de la vigne, comment ça se passe, voilà, où il en est. Voilà, vraiment, on parle de la plante, on parle de la terre. Et après, je peux directement aller voir mon maître de chai, lui demander voilà, où on en est dans la vinification, dans la distillation, dans le vieillissement. Donc, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand je vais à la distillerie, quand je vends une bouteille, en fait, quand je suis chez le client, je sais qui est derrière chaque étape de fabrication. Et ça donne vraiment un sens incroyable au métier, quoi. C'est-à-dire que moi, quand ce matin, j'étais en clientèle avec un de mes commerciaux, voilà, je n'hésite pas à nommer, voilà, quand on parle, j'humanise en fait la fonction. C'est-à-dire, je parle du maître de culture, je le nomme Hugues, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, et je trouve ça hyper important, et ça donne vraiment du sens. Et même le client, ça lui parle, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Ok, super. Alors ça, moi, je trouve ça génial parce que en fait, ce que vous nous dites, c'est que vous avez une véritable histoire à raconter. Et je pense que quand on donne on a une histoire à raconter sur un produit, sur son entreprise, on crée une relation parfaitement différente avec son client. Et c'est peut-être aussi ça, ce qu'on appelle l'intelligence commerciale. Exactement. Donc, on est parfaitement dans le thème, je crois. Merci beaucoup, Henri, pour cet échange. C'était passionnant. Et puis, je vous souhaite vraiment bonne continuation et merci d'être intervenu ce soir. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci, merci Henri sur ce passage de l'IAE, sur ce passage où on a la chance en France d'avoir la formation tout au long de la vie. Là maintenant, nous allons parler avec Didier Jambon qui est président des DCF Béarn Bigorre. Donc on va pas parler rugby et pourtant il a passé 10 années de sa vie sur le terrain à Bourgoin-Jallieu qui est quand même une très très belle équipe et après ceci c'était tout naturellement je pense qu'il a rejoint un grand groupe de presse qui s'appelle Sud-Ouest dans lequel on trouve aussi de belles pages sur le rugby. Donc maintenant Rachel, c'est toi qui interview Didier. Merci Didier. Merci, Pierre. Bonjour. Merci d'être là ce soir avec nous. Donc Didier, j'avais souhaité t'interviewer ce soir parce que tu es président des DCF Béarn Bigorre, comme on l'a dit, mais aussi parce que tu es responsable de communication externalisée pour ta société qui s'appelle Capcom Media. Et par cette action, en fait, tu rentres dans les entreprises, dans une multitude d'entreprises. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de pouvoir avoir ta vision de ces entreprises. Donc, avant de commencer, on va faire comme avec Henri. Tu vas d'abord nous expliquer un petit peu plus précisément quel est ton métier. Bien. Bon, en tout cas, merci de l'invitation et merci pour cette organisation. C'est super, bravo pour cette initiative. Bonsoir à tout le monde. Mon métier, je suis responsable de communication externalisée pour les entreprises. C'est des entreprises qui ne souhaitent pas avoir ce poste en interne pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des histoires de coûts, hein, parce que aujourd'hui, un responsable ou un directeur de communication dans une entreprise, ça coûte cher. Il faut qu'il y ait pendant 12 mois effectivement du volume. Des entreprises qui font appel à moi également, qui ont envie d'externaliser ce métier-là, puisque ça demande une certaine expertise, du temps également, donc de la stratégie. Donc voilà quel est mon métier aujourd'hui. Avec important, parce que j'en parlais tout à l'heure beaucoup de B2B, j'interviens sur 80% d'entreprises qui travaillent dans le B2C et 20% seulement dans le B2B, puisque la partie commerciale est intéressante, mais on pourrait faire une soirée sur la différence entre le commercial B2B et le commercial B2C. Voilà, Rachel. Ouais, j'avoue que ce serait quelque chose d'assez passionnant. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes clients, Didier, quel type d'entreprise, du coup, plutôt des PME, plutôt des grands groupes, etc. Mais surtout, dans quel contexte, à quel moment ces entreprises font appel à toi? Écoute, j'ai de tout. J'ai du secteur agroalimentaire, j'ai de la finance, de l'immobilier, de l'habitat, de l'événementiel. J'ai une particularité, c'est que quand je travaille avec une entreprise, je ne travaille qu'avec un secteur, c'est-à-dire que je ne travaille jamais avec ses concurrents, puisqu'on va tellement loin dans la démarche et dans la stratégie que si je travaille, je prends un exemple, hein, si je travaille avec Carrefour, je ne travaille pas avec Auchan, par exemple. D'accord ? Donc, ils font appel pour du développement, soit pour le développement de contacts pour des équipes commerciales, pour le développement de trafic, surtout, hein, ils ont besoin de faire du chiffre d'affaires, donc c'est du concret, c'est vraiment du concret.
et bien entendu de l'image et de la notoriété, de le développement de ça. Voilà pourquoi ils font appel. Et aussi pour gagner beaucoup de temps et pour déléguer ce poste-là qui prenait beaucoup de temps pour ceux qui le faisaient eux, notamment les patrons ou les directeurs commerciaux qui aujourd'hui n'ont pas le temps de traiter cette partie-là. Puisqu'aujourd'hui, on est tous d'accord que la publicité, ce n'est pas uniquement une annonce sur Facebook, Instagram ou TikTok, ça va beaucoup plus loin. Donc, ça demande du temps et de l'expertise. Ok. Donc, en fait, comme tu l'as dit, le but final quand on fait appel à toi, c'est de développer des ventes, d'augmenter un chiffre d'affaires. Mais vu que ce soir, on parle de la fonction commerciale, à quel moment les équipes commerciales sont intégrées dans cette mise en place de la stratégie? Alors, c'est une très bonne question, Rachel. On a discuté ensemble souvent. Pour moi, il est impossible de mettre en place une stratégie de communication sans la présence de l'équipe commerciale. De son directeur commercial, quand il y a un directeur commercial dans les entreprises avec lesquelles je travaille, et des commerciaux, puisque c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui ont le vocabulaire, c'est eux qui rencontrent les clients, et sans eux, je ne vois pas comment on peut mettre une bonne stratégie communication ou marketing en place, avec le retour sur le bon vocabulaire, sur les bonnes offres, sur l'échange aussi de diffusion des médias. Ça, c'est un autre problème parce que quand vous avez 10 personnes autour d'une table, vous avez 10 avis différents. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais aujourd'hui, quand j'arrive effectivement dans une entreprise, je demande à rencontrer tout le monde déjà pour voir un petit peu comment ils pensent, parce que le premier commercial et le premier communicant d'une entreprise, c'est le salarié, d'accord. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le retour de chacun et la température de tous les salariés. Ok, donc ouais, tu vois tout le monde dans l'entreprise. Donc là, j'ai envie de te poser une question, vu qu'on est entre nous, qu'on parle de cette fonction commerciale. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait comment les équipes commerciales déjà se sentent au sein des entreprises, parce que tout à l'heure, on parlait qu'il y avait encore des stéréotypes, etc. Mais aussi comment les autres équipes voient cette fonction commerciale. Qu'est-ce que tu entends sur les équipes commerciales? Bonne question, une nouvelle fois, Rachel. C'est un sujet suivant les entreprises qui effectivement est délicat. Les commerciaux, alors, je travaille, comme vous l'avez noté, beaucoup avec du B2C. Donc, c'est la vitrine de l'entreprise. C'est les premiers, quelque part, c'est les premiers intervenants de l'entreprise. Donc, c'est un rôle important et tout le monde le sait dans l'entreprise. Par contre, effectivement, dans l'entreprise, ça peut déranger. Pourquoi? Parce que ils sont souvent payés, ils ont souvent des salaires plus élevés que les autres personnes de l'entreprise. Ils sont bien habillés, ils ont souvent des belles voitures. Enfin, c'est le stéréotype, il n'y a pas que ça. Voilà, donc c'est une vraie bonne question. Et le but du jeu, effectivement, c'est de faire cohabiter tous ces métiers. Ouais, donc les stéréotypes perdurent, mais moi je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'au sein des DCF, on a encore plein de belles choses à mettre en place, qu'on va pouvoir encore renforcer notre présence, notre créativité pour montrer à quel point notre fonction est passionnante. Pour terminer cet échange, mon cher Didier, je voulais te demander toi aussi, qu'est-ce qui donne du sens à ton métier tous les jours? C'est magnifique. Moi, je fais tous les jours quelque chose de différent. Je rencontre beaucoup de médias, beaucoup de monde, des métiers différents. Le patron, aujourd'hui, j'adore rencontrer ces patrons qui prennent des risques au quotidien. Et comme on dit, le management, c'est l'école de la solitude. Donc, ils ont aussi envie de discuter, de partager. On va bien au-delà de simplement la communication. C'est tous les jours différents et c'est passionnant. Et la communication, c'est un monde qui est passionnant et ça permet de rencontrer beaucoup de monde. Voilà, et la relation humaine, tu le sais, Rachel, au sein des DCF, on adore ça. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Merci Didier pour cet échange. Malheureusement, on peut pas continuer plus longtemps, mais c'est toujours passionnant de pouvoir discuter avec toi. Je te souhaite toi aussi bonne continuation. Je te dis à bientôt et encore merci beaucoup d'avoir assisté ce soir à cette webconférence. Merci, bonsoir. Dernière partie maintenant de notre périple. Nous allons écouter Anne Bluteau qui a fait l'ESCA et qui maintenant, au niveau des DCF, elle est responsable de DCF Lab, c'est-à-dire la partie de réflexion sur la fonction commerciale. Donc, ça va être l'occasion pour nous d'avoir un panorama sur le passé et la prospective de la fonction commerciale.
Avant de passer la parole à Anne qui va nous parler depuis une capsule, je propose un jingle. Plateau, Ah oui, Plateau, c'est nous. C'est nous, mais c'est pas nous, c'est Anne qui doit parler. Elle n'est pas là, Anne. Elle n'est pas là. Anne, non, elle n'est pas là, Anne. Elle est en capsule vidéo. Elle s'est enregistrée un petit peu avant. Anne, alors je sais pas si tu l'as dit, mais elle fait partie elle est chargée de mission pour le DCF Lab. Donc, c'est pour ça qu'elle va nous exposer les résultats de toutes les enquêtes qui sont faites sur la fonction commerciale. Bonjour à tous. Je suis Anne Bluteau. Je suis à la fois CEO de Switcho, qui est une plateforme digitale pour les équipes commerciales, et je suis également chargée de mission au sein des DCF, de la Fédération des dirigeants commerciaux de France, pour m'occuper du lab, donc de la prospective de la fonction commerciale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la transformation, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans les dernières décennies qui se sont passées autour de la transformation du commerce. Les interlocuteurs avant moi en ont déjà beaucoup parlé, et moi je vais juste vous redonner cette perspective. Il y a maintenant plusieurs décennies, c'était dans les années 70-80, on parlait de la vente transactionnelle. Le commercial était là pour finaliser, accompagner le client dans sa vente, enfin dans son achat, et c'était vraiment la mission essentielle, closer, avoir vraiment une signature de contrat. Aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé dans les années 90, on est passé sur une vente qui est beaucoup plus relationnelle. C'est-à-dire que les cycles de vente se sont allongés. Il a fallu beaucoup plus travailler sur la fidélité, donner beaucoup plus d'informations aux clients. Il y a eu beaucoup d'étapes en fait. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup dans le parcours. Ça a changé la posture du commercial et ça a complexifié déjà un petit peu plus les ventes. Et puis ensuite, on est aujourd'hui, en fait, dans les années 2000-2010, on est passé dans une vente qui est multicanale. Alors ça a eu quoi comme effet? C'est l'arrivée vraiment massive du digital qui était déjà là dans les années 90, mais ça a eu quoi comme effet? C'est qu'en fait, ça a changé la posture des clients. Aujourd'hui, ils sont très avertis. Ils vont pouvoir passer 80% de leur parcours commercial directement en allant chercher les informations sur les sites internet des marques qui vendent leurs produits et services. Et ça a amené une interrogation qu'on a voulu traiter en fait au sein de la chaire des DCF sur la prospective de la fonction commerciale. C'est est-ce qu'on parle aujourd'hui de la transformation, de la renaissance en fait, ou de la disparition de la fonction commerciale? Et ça, je vais vous le partager et je vais vous montrer en fait où on en est aujourd'hui. Là, je vais vous présenter en fait les différents métiers de la vente, puisque Jean en a parlé tout à l'heure, ça a changé, on parle d'élite aussi commerciale, mais pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui, quand le client cherche des produits qui sont simples, c'est-à-dire des produits qui sont connus, ça peut être du réachat, quand je veux racheter des fournitures par exemple pour mon entreprise, eh bien le client, il va pouvoir l'acheter seul. En fait, il n'a pas besoin et il n'a pas forcément envie qu'un commercial soit à ses côtés. Et ça, c'est le cas dans 93% des cas, en fait, le client souhaite acheter seul. Il n'a pas besoin en fait d'un commercial, ou on va dire vraiment de façon très disparate. Une vente qui est un peu plus complexe, un produit à valeur ajoutée, donc dont l'information est facilement trouvable en fait sur les sites internet, on connaît bien les produits. Eh bien dans ces achats qui ont une forte valeur, on va quand même souhaiter rencontrer un commercial, mais seulement dans 40% des cas. Ça veut dire que dans 6 cas sur 10, pour 6 clients sur 10, ils ne souhaitent pas rencontrer un commercial, ils vont faire seuls la démarche d'acheter. Et plus on va complexifier la vente, donc avec des produits qui sont à la fois à valeur ajoutée, mais qui ont même besoin d'avoir un conseil, du sur-mesure, parce que j'ai une offre de service qui va être adaptée, parce qu'il y a pléthore d'informations, il faut ajuster l'offre, parce qu'on va vraiment sur du sur-mesure. Là, ça devient impératif. Les clients nous disent clairement que dans 90% des cas, ils veulent rencontrer un commercial. Et ce qui est très important, c'est que ça change la posture du commercial qui aujourd'hui devient à la fois conseiller, chef de projet, et ça a beaucoup d'impact tout au long du parcours. Et je vais vous montrer sur quoi. Et avant de vous montrer exactement à quel niveau du parcours on a en fait eu une transformation, il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est l'accélération, et c'est une tendance, c'est un signal faible finalement, mais qu'on a perçu et qu'on a vraiment, qui a été mis en exergue dans l'étude que nous avons fait au sein des DCF avec la chaire sur la prospective de la fonction commerciale.
c'est qu'aujourd'hui, 10% supplémentaires de clients demandent à rencontrer des clients, à rencontrer des commerciaux, pardon. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent plus tout à fait capables, de moins en moins en tout cas, de faire seuls leurs achats. Ils sollicitent la rencontre avec une équipe de vente qui va les accompagner, comprendre leurs besoins, bien l'intégrer pour pouvoir leur faire une offre qui leur correspond à eux en sur-mesure. Et ça, c'est extrêmement important puisque ce chiffre, il y a encore 20 ans, était de 2 fois moins important. C'est-à-dire qu'on a vraiment des clients qui commencent à nous dire aussi qu'en fait, ils n'ont plus forcément envie de faire tous leurs achats tout seuls, ils ressentent ce besoin d'un échange pour bien comprendre où est la valeur ajoutée sur des offres qui sont elles-mêmes de plus en plus complexes, parfois parce que le catalogue est large, mais aussi parfois parce qu'il y a de l'innovation et que c'est un peu moins lisible, c'est moins connu. Aujourd'hui, je vous le disais, ça va impacter et ça impacte le parcours. Alors le parcours commercial, si on devait vraiment le faire en très très grande étape, il y a le avant, le pendant et le après. Il y a le avant, le moment où en fait moi client je vais solliciter une rencontre avec le commercial. Il y a le pendant où en fait je vais demander à avoir un échange constructif avec une équipe commerciale. Et puis il y a le après le rendez-vous où en fait je vais avoir besoin d'être accompagné, peut-être suivi dans la mise en œuvre du projet au sein de mon entreprise avec mes équipes. Et ça en fait on va le décomposer, on va le regarder sous 2 angles, les hard skills et les soft skills. J'en parlais tout à l'heure, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collaborative aussi, l'intelligence relationnelle, ces 3 points qui sont plutôt de l'ordre des soft skills. Je vais d'abord vous parler des hard skills. La transformation digitale, elle a beaucoup impacté ces hard skills. Aujourd'hui, dans les offres d'emploi, on va vous demander de connaître le fonctionnement d'un CRM, de savoir déjà capter une information pour créer des scénarios où en fait je vais pouvoir avoir de la prospection un petit peu plus intelligente, structurer mes relances, le faire au bon moment avec le bon propos. On va de plus en plus dans la transformation digitale mettre des outils qui sont censés être facilitants, alors parfois qui remplacent, mais sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, comme les chatbots par exemple, quand on est dans un suivi de la relation client. Si je veux juste savoir quelle est une fonctionnalité d'un produit, peut-être qu'un chatbot peut faire le job, là où de toute façon, le commercial restera le référent sur des questions beaucoup plus sensibles et beaucoup plus complexes. Donc le digital, il a vraiment changé les outils en fait, du quotidien du commerce, pour lui donner de la productivité, de l'intelligence, pour l'aider aussi sur des tâches. On l'a vu dans le cadre des derniers mois avec la venue massive de la visio, évidemment qu'il fallait passer sur de la vente à distance et ça nous a permis à tous de monter en compétence sur des outils de télétravail et de vente à distance, là où certains autres pays comme les anglo-saxons étaient déjà peut-être un peu plus avancés que nous. Aujourd'hui, on est évidemment tous très matures sur le sujet, ou en tout cas l'essentiel. Ça, c'est la transformation digitale. Les outils ont été pensés pour normalement accompagner les usages. Et ça, c'est un des points de la transformation majeure que l'on a vu ces dernières années. Et il y a également les soft skills, l'intelligence relationnelle, qui est aujourd'hui, puisque le client nous sollicite quand ce sont des offres complexes, il faut comprendre. Il faut comprendre en fait quelle est sa posture, où est-ce que sont les craintes. Donc ça, c'est un point qui est essentiel aujourd'hui. Il faut les devancer et vraiment être dans cette écoute très active, mais cette écoute puisqu'on n'est pas là pour faire du descendant. En fait, le produit, il le connaît, déjà en partie, il connaît un peu nos savoir-faire. Par contre, il faut bien écouter pour proposer la bonne offre sur mesure. Émotionnel d'une part, relationnel parce qu'il faut créer cette relation. La vente, elle se fait sur une relation de confiance, donc ça, on le sait depuis des années, on en a beaucoup parlé dans les dernières interventions. Et puis le troisième point qui est vraiment pour le coup, et qui est vraiment ressorti très fortement de cette transformation, c'est l'intelligence collaborative. Puisqu'aujourd'hui, on attend du commercial qui soit la clé d'entrée dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'un client, il attend de vous que vous soyez un chef de projet. Il va attendre que vous pilotiez le projet et que, en fait, entre le moment où on va comprendre le besoin et le moment où il y a l'exécution, la mise en place ou la livraison dans l'entreprise, tout soit bien cadencé, tout soit bien maîtrisé. Et que pour lui, ça soit vraiment une clé d'entrée sur l'ensemble des interactions qu'il va pouvoir avoir. Cette intelligence collaborative, elle a une vocation pour votre client, et elle a aussi beaucoup d'impact sur votre posture dans l'entreprise. Il faut aujourd'hui dans l'entreprise, pour un commercial, bien comprendre les interactions avec les autres services de l'entreprise, puisqu'on va lui demander d'avoir des alliances, de bien comprendre quel impact cela a sur la finance, sur le produit, sur la logistique. Et cette notion de chef de projet, qui aujourd'hui est vraiment fortement liée à tout ce qui se passe sur la transformation digitale et ce qu'attend aujourd'hui de vous un client, cette notion de conseiller, d'accompagnant finalement dans la mise en place du projet, elle est primordiale.
Et finalement, eh bien, où est-ce qu'on en est? La digitalisation, c'est un processus qui est long, qui est forcément cadencé dans le temps, qui a besoin en fait d'être accompagné. Et c'est vraiment un des points qui ressort, c'est que si on a cru il y a une dizaine ou une quinzaine d'années qu'un outil suffisait à digitaliser, aujourd'hui on se rend bien compte que le ROI, le retour sur investissement, il n'est pas du tout dans la mise en place. Il est dans l'accompagnement à l'utilisation. Si un outil, si la transformation digitale, si la transformation des postures a été vraiment efficace, eh bien alors on va avoir un retour sur investissement puisqu'on va gagner normalement du temps sur des tâches qui sont en fait chronophages et qui peuvent être automatisées. Et on va donner de la valeur là où on nous attend, dans le conseil, dans l'accompagnement des clients. Et ça, il faut être vraiment conscient de cela. C'est vraiment un des enseignements que nous ont dit les entreprises avec qui on a échangé dans le cadre de cette chaire et de la prospective, c'est qu'aujourd'hui, les meilleurs d'entre eux, les meilleures entreprises, les plus performantes, c'est ce constat-là qu'elles font. C'est qu'on doit vraiment prendre en main l'intégralité de la digitalisation pour qu'en fait on puisse gagner du temps sur certaines tâches, mais aussi donner de la valeur sur une posture beaucoup plus d'échange avec le client. Et au final, ça a une dernière impact dans la transformation, et ça je vais vous donner en fait les clés aujourd'hui de ce qui se pratique dans les boîtes les plus performantes, dans les entreprises les plus performantes, et ça me tient vraiment à cœur aujourd'hui de vous le partager pour que vous l'ayez en tête. Un outil ne suffit pas, et je vais vous montrer pourquoi. Un outil ne suffit pas parce qu'en fait, on parle bien de la transformation. Et la clé de la transformation et de la réussite au sein des parcours commerciaux, c'est vraiment de pouvoir avoir 3 points. Et c'est vraiment les entreprises les plus performantes qui l'ont vraiment mis en exergue. C'est d'une part une vision beaucoup plus collaborative. J'en ai parlé tout à l'heure, on en a beaucoup parlé, ce commercial chef de projet. Collaboratif, ça veut dire faire des alliances, bien comprendre comment l'entreprise fonctionne et être le relais, le porte-drapeau en fait, pour son client. Ça change fondamentalement la posture du commercial, même au sein de l'entreprise. On est là pour véhiculer de la croissance, aller chercher de la croissance pour l'entreprise, mais aussi le faire bien et faire monter en compétence l'ensemble de l'entreprise. Être chef de projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une vision d'un délai, d'une roadmap, tenir ses engagements sur les délais, parce qu'il y a des étapes entre le moment où on va se parler, le moment peut-être où on va signer, le moment où on va suivre le projet. C'est aussi savoir qui sont les contributeurs. Un projet, il peut y avoir des contributeurs qui sont de l'ordre du produit, parce que peut-être qu'il va falloir aménager le produit, ou peut-être avec la production, parce qu'il va peut-être falloir ajuster les quantités à produire pour répondre à une demande donnée à un moment très précis, parce que peut-être il y a une promotion, peut-être qu'il y a un lancement produit, une innovation, et là il faut produire plus fortement. Ça, si le commerce ne parle pas à la production, en fait, il y aura en fait pas de réussite sur le projet. Donc on voit que chef de projet, c'est vraiment chercher à faire un contrat ou d'une bon de commande, une réussite, et ça implique beaucoup de choses au sein de l'entreprise, comprendre quels sont les enjeux des autres services. On n'est pas uniquement en front avec son client. Le deuxième point pour les entreprises, c'est vraiment la formation. La formation, ça veut dire qu'on doit former sur l'expertise, et là on va parler de l'expertise produit, on va parler d'expertise aussi commerciale, comment je fais pour faire mieux mon métier de commercial, mais aussi, en fait, encore une fois, sur les outils mis à ma disposition, sur les process peut-être de l'entreprise. Donc cette notion d'onboarding, les entreprises les plus performantes, elles arrivent à vraiment bien le préparer, à bien l'industrialiser, ce qui fait qu'on va réduire ce moment, entre le moment où vous arrivez dans l'entreprise, où un commercial arrive dans l'entreprise, et dans le moment où il est vraiment pleinement efficace, parce qu'en fait, il a toutes les informations pour faire son métier vraiment et le faire bien. Et enfin, le troisième point, c'est l'accompagnement, le coaching. Aujourd'hui, les entreprises les plus performantes sont là dans l'accompagnement des équipes. Ça veut dire qu'elles ont un système de feedback. Elles vont pouvoir en fait donner à leurs équipes des moments d'échange où en fait le coach, le directeur commercial, le responsable des ventes, le coach des ventes va pouvoir donner de l'information à son commercial pour qu'il puisse s'améliorer, ou faire du co-développement lors de séminaires commerciaux. On a eu des échanges avec des entreprises qui font des échanges entre commerciaux et qui regardent leurs indicateurs, peut-être de nombre de rendez-vous, de contrats signés sur des industries particulières, et qui vont échanger leurs bonnes pratiques. Cette notion d'amélioration en continu, cette amélioration continue, elle est indispensable. Et c'est ce coaching qui permet à la fois de prendre très bien en main les outils, s'il s'agit d'outils commerciaux, parce que mettre un CRM en place par exemple, en fait ça s'accompagne. Il faut aussi échanger les bonnes pratiques entre équipes commerciales. Également sur un nouveau produit qui peut être innovant, et bien en fait on va devoir aussi monter en expertise, donc il faut pouvoir échanger aussi avec les équipes produits.
mais aussi avec ses pairs, les autres commerciaux. Donc on voit qu'en fait, il y a différentes façons en fait, d'améliorer nos pratiques commerciales et que ça, les entreprises les plus performantes ont vraiment mis cette amélioration continue au cœur de leur fonctionnement, de leurs organisations. Et ça, c'est aussi à vous aujourd'hui d'être demandeurs de ces feedbacks, demandeurs de ces outils, de façon à pouvoir, en fait, au fur et à mesure, améliorer les pratiques. Et c'est là qu'on va trouver vraiment les performances de l'entreprise. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, donc des études que l'on a fait au sein de la fonction de la prospective, de la chaire de la prospective commerciale. C'est basé aussi sur des études qui sont plus globales, des études de Forrester par exemple. Donc on a pris à la fois des benchmarks qui sont très forts sur des entreprises très performantes, mais aussi des cas d'usage d'entreprises à la fois grands groupes, PME, TPE qui sont bien implantés sur nos territoires. L'objectif pour nous, c'était de vous partager ces quelques constats. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci Anne pour ces informations. Nous parlions de la fonction commerciale dans les entreprises, mais dans les entreprises en France, il y a combien d'entreprises? Ah, bah oui, c'est une question. On va apporter la réponse. En France, nous sommes 66 millions d'habitants et il y a 6-7 millions d'entreprises. On parle des entreprises du CAC 40, il y en a 40. On parle des sociétés du SBF 120, il y en a 120. Mais il faut savoir qu'en France, il y a 80% des entreprises dans lesquelles il y a 0 salarié. Et le chef d'entreprise est le seul présent dans l'entreprise et il est non salarié pour des raisons financières. Alors, Anne nous a parlé de Forrester, nous a parlé de l'EM Lyon, nous a parlé de Cher, on n'a pas parlé du Gartner Group. Moi, je voudrais parler de Pierre Guépé, de ma prospective à moi. Ma prospective à moi, c'est que dans les grandes entreprises, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu plusieurs vagues de dirigeants. Il y a eu les dirigeants qui étaient les dirigeants techniques, les ingénieurs. Après, on a eu les énarques. Après, on a eu les financiers. Eh bien, la bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez, c'est que la prochaine génération des dirigeants d'entreprise, ce sont des commerciaux. Et la preuve, c'est que dans les créateurs d'entreprise, le dirigeant de l'entreprise est le premier commercial. Et c'est pour ça que nous avons organisé un concours qui a été tiré au sort et il y a 10 gagnants qui vont gagner un accompagnement pour leur création d'entreprise. Et ces gagnants, j'ai les noms. C'est Marine Parot de l'IAE de Poitiers, c'est Carla Valéry, c'est Anouar Tirek de Rabat, c'est Christelle de Oliveira de Niort, c'est Shemla Keo de l'IAE de Poitiers, c'est Lisa Jonquet de Vouneuil-sous-Biard, c'est Thierry Friolet de Tours qui lui est en cours de création, c'est Agnès Rouault de Poitiers, c'est Didier Seguin de Poitiers également, et puis Frédéric Moinereau de Poitiers. Donc nous allons reprendre contact dès la semaine prochaine, dès lundi matin, nous reprendrons contact avec eux pour leur expliquer le contenu de cet accompagnement qui va les emmener, qui va contribuer à les emmener vers le succès de leur entreprise. Et pour terminer cette belle soirée où j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, Rachel, c'est toi qui as le mot de la fin. Merci Pierre. Alors tout d'abord, moi je voulais vous remercier tous, chacun et chacune, d'avoir participé à cette webconférence. Ça a été un challenge pour nous, mais ça a surtout été un challenge pour un groupe de jeunes filles de l'IAE qui nous a sollicité il y a quelques temps pour mettre en place un événement autour de la fonction commerciale. Donc je voudrais vraiment remercier chaleureusement Emma, Chloé, Camille, Léa et Kumba, qui sont vraiment à l'initiative de ce projet. Et puis, remercier aussi tous les membres de l'association des DCF Poitiers qui ont contribué à la réalisation de cet événement. On s'excuse exactement pour Monsieur Jérôme Méry qui a été coupé en tout début d'intervention et puis aussi pour le début de l'intervention où apparemment il y a eu quelques soucis techniques en termes de son et en termes d'image. Donc on s'excuse pour tout ça, mais en tout cas on espère que vous avez passé une excellente soirée. Demain soir, il y a un quiz pour clôturer la semaine de l'entrepreneuriat de l'IAE. C'est à 18h30, me semble-t-il. C'est bien ça, Pierre ? Et il y a plein de cadeaux à gagner. Donc, voilà. Nous, maintenant, on va vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas à solliciter les DCF de vos régions. N'hésitez pas à solliciter les IAE de vos régions si vous voulez avancer dans les échanges et dans le partage autour de cette fonction commerciale. Merci à tous. Très bonne soirée et à bientôt.